Dans l'histoire de la chanson française, certains destins brillent si fort qu'ils semblent éternels. Et pourtant, derrière les projecteurs, derrière les refrains que tout le monde connaît, se cachent parfois des vies marquées par la solitude, les blessures et des silences lourds. Hervé Villard, voix inoubliable de Capri, C'est fini, fait partie de ces artistes dont le parcours bouleverse bien au-delà de la musique. Aujourd'hui, une annonce douloureuse, confirmée par sa compagne, a ravivé une vague d'émotions et de larmes chez ceux qui l'aiment. Mais que s'est-il réellement passé? Quel est ce coup du sort que beaucoup qualifient déjà de fin tragique? Comment un enfant abandonné, élevé sans racines, a-t-il pu devenir une icône adorée de millions de Français, tout en portant en lui une fragilité presque invisible? Derrière son sourire discret et sa pudeur légendaire, quelles blessures n'ont jamais cicatrisé? Et pourquoi, aujourd'hui, ceux qui l'ont connu de près parlent-ils d'un homme épuisé par les combats intérieurs, par le poids d'une vie entière passée à chercher l'amour et la reconnaissance? Dans cette vidéo, nous allons remonter le fil d'un destin hors norme, des débuts marqués par l'abandon et la misère, à la gloire fulgurante, puis aux années de doute, de silence et de souffrance intime. Nous tenterons de comprendre ce que cache réellement cette annonce bouleversante, les mots tremblants de sa compagne et pourquoi tant de fans ont le sentiment d'assister à la fin d'un long combat plutôt qu'à un simple chapitre qui se referme. Hervé Villard a-t-il vraiment tout dit de sa douleur? Avait-on perçu les signes avant-coureurs? Et si cette fin tragique n'était pas seulement une histoire de destin, mais le reflet cruel d'une vie entière marquée par l'amour manqué et la peur de l'abandon? Restez avec nous, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer à jamais votre regard sur l'un des chanteurs les plus sensibles de la chanson française. Après cette introduction chargée d'émotions, il faut revenir aux faits, à la chronologie d'une vie qui n'a jamais été un long fleuve tranquille. Hervé Villard naît le 2 juillet 1946 à Paris, dans un contexte marqué par l'abandon et l'instabilité. Placé très jeune en foyer, puis ballotté entre différentes familles d'accueil, il grandit avec ce sentiment de manque qui le poursuivra toute sa vie. Dès l'adolescence, la musique devient pour lui un refuge. Au début des années 1960, à Paris puis à Nice, il écrit, compose, observe, cherchant une voix qui puisse enfin dire ce qu'il n'a jamais su exprimer autrement. Le tournant arrive en 1965. Lorsqu'il enregistre Capri, C'est fini. Le succès est immédiat, presque violent. En quelques semaines, le titre envahit les ondes, les plateaux de télévision, les salles de concert. Hervé Villard devient une idole populaire, mais derrière cette réussite fulgurante, les fragilités demeurent. À l'époque, déjà, certains proches évoquent un jeune homme hypersensible, sujet à de profondes périodes de mélancolie, alternant euphorie et repli silencieux après les concerts, notamment lors de tournées éprouvantes en province et à l'étranger. Au fil des décennies, malgré une carrière riche, ponctuée de collaborations et de retours salués par la critique, l'artiste ne cesse de lutter contre ses démons intérieurs. Dans les années 1980 et 1990, installé entre Paris et le sud de la France, il confie à demi-mot sa fatigue morale, son besoin de solitude. Plusieurs interviews accordées depuis sa maison du Vaucluse laissent entrevoir un homme usé par le poids des souvenirs, par cette enfance jamais refermée. Des proches racontent aujourd'hui qu'il parlait souvent de lassitude, d'un corps et d'un esprit mis à rude épreuve par une vie entière sous le regard du public. Ces derniers mois, certains signes n'ont pas échappé à son entourage. Des annulations de rendez-vous, une présence médiatique plus discrète, des séjours prolongés loin de Paris ont alimenté les inquiétudes. À l'automne, selon des témoignages concordants, Hervé Villard aurait été suivi de près pour des problèmes de santé, nécessitant des allers-retours réguliers entre son domicile et un établissement médical du sud de la France. Rien de public alors, seulement des silences et cette impression diffuse que quelque chose n'allait pas. C'est dans ce contexte qu'est survenue l'annonce qui a bouleversé ses admirateurs. Sa compagne, très émue, aurait confirmé une nouvelle douloureuse lors d'un échange privé relayé ensuite par plusieurs sources proches du couple. En larmes, elle évoque un homme affaibli, profondément marqué, laissant transparaître une souffrance accumulée depuis trop longtemps. Ces mots, prononcés à voix basse, ont résonné comme un choc, ravivant les interrogations sur l'état réel de l'artiste et sur l'issue de ce combat intime qu'il menait loin des projecteurs. Aujourd'hui, en revisitant son parcours, certains détails prennent un tout autre sens.
Ses confidences sur la peur de l'abandon, ses chansons aux textes plus sombres, ses retraits soudains de la scène apparaissent comme autant de signaux que l'on n'avait peut-être pas su lire à temps. Hervé Villard, derrière son immense sensibilité et sa pudeur, a toujours avancé sur un fil, entre lumière et fragilité, laissant derrière lui une trajectoire profondément humaine, marquée par des blessures que la gloire n'a jamais totalement effacées. À ce stade de son histoire, il faut s'arrêter sur le moment précis où tout bascule, lorsque la vie d'Hervé Villard quitte définitivement l'ombre pour entrer dans une lumière aussi éclatante que déstabilisante. Nous sommes en 1965, à Paris, dans un petit studio d'enregistrement encore imprégné de l'odeur des bandes magnétiques et du tabac froid. Un jeune homme de 19 ans pose sa voix sur une chanson inspirée d'une rupture amoureuse vécue comme un abandon de plus. Capri, c'est fini n'est alors, à ses yeux, qu'un cri intime, presque maladroit. Personne n'imagine encore l'onde de choc que ce titre va provoquer. En quelques semaines, la chanson envahit les ondes de RTL et d'Europe 1. Les disquaires de la rive droite, comme ceux de Marseille ou de Lyon, parlent d'un phénomène inattendu. Hervé Villard se retrouve propulsé sur les plateaux de télévision, notamment à l'Olympia et dans les grandes émissions de variété qui rythment la France des années 60. Les chiffres de vente explosent, les salles se remplissent et le jeune chanteur devient, presque du jour au lendemain, un visage familier pour des millions de foyers. Pourtant, derrière ce succès fulgurant, certains témoins de l'époque racontent aujourd'hui un garçon dépassé par la vitesse de sa propre ascension. Lors de ses premières grandes tournées en province, de Lille à Toulouse, Hervé Villard impressionne par la justesse de sa voix mais surprend aussi par sa réserve. Dans les coulisses, il parle peu, s'isole souvent après les concerts, comme s'il avait besoin de silence pour supporter l'intensité des applaudissements. Déjà, des proches notent cette ambivalence. Sur scène, l'artiste rayonne. En coulisses, l'homme se replie. À l'époque, on parle de timidité. Avec le recul, certains y voient dans les premiers signes d'une fragilité profonde. Les années suivantes confirment son statut de star. Il enchaîne les succès, multiplie les apparitions à Paris, mais aussi à l'étranger, notamment en Italie et en Espagne, où sa sensibilité séduit un public nouveau. Les hôtels, les voyages incessants, les interviews répétées deviennent son quotidien. Pourtant, dans des carnets personnels évoqués bien plus tard, Hervé Villard aurait déjà écrit sa peur de ne pas être à la hauteur ou à la hauteur et son angoisse de voir cet amour du public disparaître aussi vite qu'il était apparu. À mesure que sa notoriété grandit, un paradoxe s'installe. Plus il est reconnu, plus il semble chercher un ancrage intime qu'il n'a jamais vraiment connu. À Paris, entre deux enregistrements, il confie parfois à des amis son sentiment d'être un enfant perdu sous les projecteurs. Ces paroles, longtemps restées confidentielles, prennent aujourd'hui une résonance particulière. Le succès, loin de réparer les blessures de l'enfance, semble parfois les amplifier. Ce moment de gloire, souvent idéalisé par le public, apparaît ainsi comme une période fondatrice, mais aussi déstabilisante. C'est là que se construit l'artiste admiré, mais aussi l'homme qui apprend à cacher ses failles derrière une carrière brillante. Des détails longtemps ignorés, des silences, des attitudes jugées anodines à l'époque laissent désormais entrevoir que, dès les débuts de son immense succès, Hervé Villard avançait déjà avec cette sensibilité à vif qui marquera toute son existence. Pour comprendre pleinement cette trajectoire fulgurante puis tourmentée, il faut remonter bien avant les succès, là où tout commence, dans une enfance marquée par l'instabilité et l'absence. Hervé Villard vient au monde à Paris, au lendemain de la guerre, dans une France encore meurtrie. Très tôt, il est confronté à l'abandon. Sa mère disparaît de sa vie alors qu'il n'est encore qu'un nourrisson, et la figure paternelle reste une énigme. Cet arrachement précoce, longtemps tu, deviendra l'une des blessures fondatrices de son existence. Placements successifs, foyers d'accueil, pensionnats austères, l'enfance d'Hervé Villard se déroule loin de l'image rassurante d'un foyer stable. Dans les années 1950, il passe d'un établissement à un autre, notamment en région parisienne, puis dans le sud de la France. Ceux qui l'ont côtoyé à cette époque évoquent un enfant discret, souvent en retrait, observant plus qu'il ne parlait. Déjà, il développe une hypersensibilité qui le rend différent, parfois incompris. À l'école, il se sent à part, marqué par ce sentiment persistant de ne jamais vraiment appartenir à un lieu ni à une famille.
La musique apparaît alors comme un refuge inattendu. Adolescent, il découvre la chanson française et italienne, qu'il écoute en cachette dans les dortoirs ou lors de rares moments de solitude. À Montpellier, où il séjourne un temps, il commence à noircir des cahiers de mots simples, presque naïfs, mais chargés d'émotions. Ces textes, écrits bien avant la célébrité, parlent déjà de séparation, de départ, de promesses brisées. Aujourd'hui, certains proches y voient les premiers signes d'une douleur ancienne, exprimée sans phare par un jeune garçon en quête d'amour. La précarité matérielle s'ajoute à l'instabilité affective. Hervé Villard connaît les petits boulots dès son plus jeune âge, cherchant à s'émanciper le plus tôt possible. Dans le Sud, puis à Paris, il dort parfois chez des connaissances, parfois dans des chambres modestes, vivant au jour le jour. Cette période forge son caractère, mais laisse aussi des traces profondes. Il apprendra très tôt à masquer ses peurs derrière une apparente retenue, une politesse presque excessive. Avec le recul, plusieurs confidences faites bien plus tard prennent une dimension nouvelle. Dans certaines interviews accordées des décennies après, Hervé Villard évoque l'enfant seul qu'il n'a jamais cessé d'être, ce garçon qui attendait un signe, un regard, une preuve d'affection. Longtemps, ces paroles ont été perçues comme des métaphores artistiques. Aujourd'hui, elles résonnent comme des fragments de vérité, révélant combien ces premières années, faites de rupture et de silence, ont façonné l'homme et l'artiste. Cette enfance cabossée, loin d'être un simple prologue, s'inscrit comme une ligne invisible qui traverse toute sa vie. Chaque succès, chaque relation, chaque retrait porte l'empreinte de ses débuts difficiles, de cette quête jamais assouvie d'un amour stable et inconditionnel. Et c'est précisément dans ces années d'ombre, souvent ignorées du grand public, que se dessinent les fondations émotionnelles d'un destin aussi brillant que fragile. Dans le prolongement de cette enfance instable, la vie personnelle d'Hervé Villard s'est construite comme une tentative permanente de combler des absences anciennes. La question des parents reste centrale, presque obsédante. Sa mère, longtemps disparue de son horizon, n'a laissé que des traces fragmentaires dans sa mémoire d'enfant. Ce n'est que bien plus tard, à l'âge adulte, que Hervé Villard parvient à reconstituer une partie de cette histoire, au prix d'une douleur renouvelée. Cette rencontre tardive, évoquée avec pudeur dans plusieurs confidences, n'a jamais réellement réparé la fracture initiale. Elle a surtout ravivé cette impression d'avoir grandi sans racines solides, sentiment qu'il portera toujours en lui. La figure paternelle, quant à elle, demeure floue, presque abstraite. L'absence de repères familiaux traditionnels pousse Hervé Villard à inventer sa propre définition de la famille. Très tôt, il se crée un cercle intime fait d'amitiés fortes, parfois fusionnelles, qu'il considère comme une famille de cœur. À Paris, puis dans le sud de la France, il s'entoure de proches fidèles, loin du tumulte médiatique. Ceux qui l'ont côtoyé dans les années 1970 et 1980 parlent d'un homme extrêmement attachant, mais aussi d'une grande exigence affective, comme s'il craignait sans cesse d'être à nouveau abandonné. Contrairement à l'image que certains ont voulu lui prêter, Hervé Villard a toujours protégé sa vie sentimentale avec une discrétion farouche. Il n'a jamais revendiqué une vie conjugale exposée, ni cherché à correspondre au modèle classique. L'idée de fonder une famille au sens traditionnel, avec des enfants, l'a souvent effleuré sans jamais se concrétiser. Des proches confient aujourd'hui qu'il exprimait parfois des regrets mêlés de lucidité, conscient que ses blessures d'enfance et son besoin de liberté rendaient cette construction difficile. Cette absence de descendance biologique n'était pas vécue comme un vide, mais comme un choix façonné par son histoire. À la place, Hervé Villard a investi son affection ailleurs. Il a souvent joué un rôle de mentor, de soutien discret auprès de jeunes artistes ou de proches plus fragiles. Dans sa maison du Vaucluse, où il s'installe durablement à partir des années 2000, il reçoit, écoute, conseille. Ce lieu devient un refuge, presque un sanctuaire, où il tente de construire une paix intérieure que la célébrité ne lui a jamais offerte. Plusieurs témoignages évoquent ces longues soirées d'échange, où il parlait peu de lui, mais beaucoup des autres, comme s'il cherchait à donner ce qu'il n'avait pas reçu. Avec le recul, certains signes prennent aujourd'hui une dimension nouvelle. Cette peur constante de la solitude, ces attachements intenses, parfois suivis de périodes de retrait, apparaissent comme le prolongement direct de son histoire familiale fragmentée. Hervé Villard n'a jamais cessé de chercher une forme de stabilité affective, non pas dans les cadres traditionnels, mais dans une constellation de liens choisis, fragiles mais sincères. Sa vie personnelle, longtemps restée dans l'ombre, révèle ainsi un homme profondément marqué par l'absence des parents,
par l'impossibilité de transmettre à des enfants, mais aussi par une capacité rare à aimer autrement, en silence, loin des regards. Dans la continuité de cette vie intime, façonnée par les manques et les choix singuliers, le quotidien d'Hervé Villard s'est organisé au fil des années comme une recherche d'équilibre fragile. À partir des années 2000, il se partage principalement entre Paris et le Sud, trouvant dans la lumière et le silence de la Provence un apaisement que la capitale ne lui offre plus. Installé une grande partie de l'année dans le Vaucluse, il adopte un rythme de vie volontairement lent, presque à contre-courant du monde du spectacle. Les matinées commencent tôt, souvent consacrées à l'écriture, à la lecture ou à de longues promenades solitaires loin de toute agitation. Ce retrait progressif n'est pas un renoncement à la musique, mais une autre manière de l'habiter. Hervé Villard continue de travailler, d'enregistrer, de réfléchir à de nouveaux projets, mais à son propre tempo. À Paris, lorsqu'il y séjourne pour des rendez-vous professionnels ou des émissions ponctuelles, il choisit des lieux discrets, évite les mondanités. Plusieurs collaborateurs racontent qu'il arrivait souvent en avance au studio, préférant les instants calmes avant l'agitation, comme s'il avait besoin de se préparer intérieurement à chaque exposition publique. Avec le temps, son rapport au corps change également. Dès la fin des années 2010, certains proches remarquent une fatigue plus marquée, des moments d'essoufflement, une attention accrue portée à sa santé, des séjours réguliers dans des établissements médicaux du sud de la France deviennent partie intégrante de son emploi du temps sans jamais être médiatisés. Hervé Villard reste pudique sur ces sujets, parlant plutôt de nécessité de ralentir que de véritables alertes. Aujourd'hui, ces précautions apparaissent comme des signaux discrets, longtemps minimisés. Dans son quotidien, il accorde une place essentielle à l'écriture, pas seulement musicale. Des carnets s'accumulent, remplis de réflexions, de souvenirs, parfois de phrases sans destination précise. Des proches affirment que ces textes, jamais publiés, témoignent d'une lucidité aiguë sur le temps qui passe, sur la fragilité de l'existence. Il y est question de mémoire, de solitude choisie, mais aussi d'une certaine paix trouvée dans la simplicité des jours qui se ressemblent. La vie sociale d'Hervé Villard se resserre autour d'un cercle réduit, quelques amis de longue date, des voisins discrets, des échanges réguliers au téléphone remplacent les grandes réunions d'autrefois. Cette sobriété relationnelle n'est pas vécue comme un isolement, mais comme une protection. Pourtant, certains témoignages évoquent aussi des périodes de retrait plus prononcées, où il se fait difficile à joindre, préférant le silence à la conversation, comme si le poids des années et des souvenirs devenait parfois trop lourd. Au fil des saisons, cette existence réglée, presque monacale, dessine le portrait d'un homme qui a appris à vivre avec ses failles. Loin des projecteurs, Hervé Villard construit un quotidien fait de rituels simples, de moments de création et de pauses nécessaires. Derrière cette apparente sérénité, des signes subtils laissent entrevoir une lutte constante pour préserver l'équilibre, pour continuer à avancer malgré l'usure du temps et les blessures jamais totalement refermées. Dans la continuité de ce quotidien volontairement resserré, la vie d'Hervé Villard se déploie aussi à travers une relation particulière au temps et au lieu. Les années passent, mais il conserve des habitudes presque immuables. Chaque retour à Paris, souvent lié à un enregistrement radio ou à une apparition culturelle, se fait selon un rituel précis. Même hôtel discret près de la rive gauche, même trajet à pied à des heures creuses, même café où il peut s'asseoir sans être reconnu. Cette constance, presque rassurante, lui permet de garder le contrôle sur un environnement qu'il a longtemps perçu comme instable. Dans le Sud, sa vie s'organise au rythme des saisons. L'hiver, plus solitaire, est consacré à l'introspection et au travail d'écriture. Le printemps et l'été ramènent quelques visites, des amis proches, parfois de jeunes artistes venus chercher un conseil. Hervé Villard écoute beaucoup, parle peu de lui. Pourtant, ceux qui partagent ces moments remarquent une nostalgie plus présente, une tendance à évoquer le passé avec une précision troublante. Dates exactes, lieux disparus, rencontres oubliées du grand public. Comme si la mémoire, devenue centrale, prenait de plus en plus de place dans son existence quotidienne. À partir de 2018, certains changements subtils sont perceptibles. Son emploi du temps se fait plus souple, moins chargé. Il décline des projets qu'il aurait acceptés autrefois, privilégiant ce qu'il appelle « l'essentiel ». Des déplacements sont annulés à la dernière minute, non par caprice, mais par besoin de repos. Dans son entourage, on évoque une attention accrue portée à la santé, des consultations régulières, toujours menées dans la plus grande discrétion.
Rien d'alarmant en apparence, mais une vigilance constante qui intrigue aujourd'hui. La musique reste néanmoins un fil conducteur. Même lorsqu'il se tient éloigné de la scène, Hervé Villard continue d'écouter, de réécouter, de retravailler ses propres chansons. Il s'intéresse aux arrangements, aux mots, à la transmission de l'émotion, plus qu'au succès. Dans son salon, certains soirs, il laisse tourner un disque en boucle, assis dans le silence, comme pour dialoguer avec une version passée de lui-même. Ces instants, rapportés par des proches, révèlent un homme profondément habité par son œuvre, mais aussi par ce qu'elle n'a jamais complètement réussi à dire. Son quotidien est également marqué par une grande discipline personnelle. Les repas sont simples, les journées structurées. Il évite les excès, fuit les nuits trop longues. Cette rigueur, acquise avec l'âge, apparaît aujourd'hui comme une manière de se protéger. Pourtant, malgré cette organisation, des périodes de fatigue morale surviennent. Des silences plus longs, des messages laissés sans réponse pendant plusieurs jours inquiètent parfois ceux qui le connaissent bien. Lui parle de « besoin de se taire », comme si le silence était devenu une langue à part entière. Ainsi, la vie d'Hervé Villard, loin des projecteurs, se poursuit dans une tension permanente entre apaisement et fragilité. Chaque jour ressemble à une tentative d'équilibre entre la fidélité à ce qu'il a été et l'acceptation de ce qu'il devient. Dans ces détails du quotidien, longtemps jugés anodins, se dessinent des indices précieux, révélant un homme qui avance avec prudence, conscient du poids de son histoire et du temps qui continue inexorablement de s'écouler. Dans ce prolongement, la vie d'Hervé Villard s'inscrit aussi dans une relation singulière à l'espace, faite d'allers-retours mesurés et de refuges choisis. À partir des années 2020, il réduit encore ses déplacements, préférant rester ancré dans des lieux précis qui lui offrent une forme de stabilité émotionnelle. À Paris, ces passages deviennent brefs, souvent concentrés autour d'un studio d'enregistrement du côté de la Porte de la Chapelle ou d'un rendez-vous éditorial dans le 6e arrondissement. Il repart aussitôt, comme si la ville réveillait trop de souvenirs mêlés, trop d'échos d'une vie passée sous tension. Dans le Sud, son quotidien s'organise avec une précision presque rassurante. Les marchés locaux, fréquentés tôt le matin pour éviter l'affluence, deviennent des points d'ancrage. Des commerçants se souviennent d'un homme courtois, attentif, toujours discret, mais capable d'échanges d'une grande profondeur lorsqu'un lien de confiance s'installe. Ces scènes ordinaires contrastent avec l'image publique de la star et révèlent une volonté farouche de normalité, comme si Hervé Villard cherchait à vivre enfin une existence à hauteur d'homme. Le rapport au temps devient central. Les journées s'étirent, rythmées par des gestes répétés. Trier des archives personnelles, réécouter de vieilles bandes, corriger des textes anciens. À plusieurs reprises, des proches évoquent ces après-midi passés à classer des photos, à noter au dos des dates précises, des lieux, parfois même des émotions. Cette minutie, longtemps interprétée comme un simple souci d'ordre, apparaît aujourd'hui comme un besoin de mettre de la cohérence dans un parcours marqué par les ruptures. Au fil des mois, certains changements de comportement interpellent. Hervé Villard se montre plus contemplatif, moins enclin aux discussions superficielles. Il parle davantage du passé que de l'avenir, évoque des souvenirs avec une intensité nouvelle, comme s'il craignait qu'ils ne s'effacent. Lors de conversations privées, il lui arrive de revenir sur des épisodes précis de sa vie, des dates exactes, des lieux aujourd'hui disparus avec une clarté presque troublante. Ces confidences, notées par ceux qui les ont entendues, prennent aujourd'hui une dimension particulière. Sa relation au corps continue d'évoluer. Sans jamais s'épancher publiquement, il adapte son rythme, ménage ses forces, accepte l'aide qu'il refusait autrefois. Des proches parlent d'une vigilance accrue, d'un respect scrupuleux des recommandations médicales, mais aussi d'une fatigue diffuse, difficile à nommer. Hervé Villard ne dramatise pas, il minimise, fidèle à cette pudeur qui l'a toujours caractérisé. Pourtant, ces ajustements successifs dessinent en creux une fragilité plus profonde. Dans ce quotidien